Mes amis, bien le bonjour. Une histoire d'aviation qui commence à Chypre ne peut que mal se terminer. Si vous cherchiez une histoire qui se termine avec un happy end, vous êtes tombé sur la mauvaise vidéo. Chypre, une île de la Méditerranée, a été envahie en 1974 par la Turquie, qui en occupe jusqu'à nos jours une bonne moitié nord. Ce pays vivotait d'une crise à l'autre, et la seule manière réaliste pour eux de subvenir à leurs besoins fondamentaux était de devenir un paradis fiscal, une sorte de juridiction offshore où personne ne contrôle personne, où la réglementation est quasi inexistante. Dans ce contexte, les autorités aériennes, par exemple, l'autorité de régulation aérienne de Chypre, n'existait pratiquement que sur le papier. Elle déléguait son activité aux autorités britanniques qui, Chypre est loin des yeux, loin du cœur, faisaient ce qu'elles pouvaient. Mais ça donnait un substrat où personne ne contrôlait personne, et il était très difficile d'envisager qu'une compagnie aérienne basée à Chypre puisse opérer dans de bonnes conditions de sécurité. Chypre a rejoint en 2004 l'Union européenne. Ils ont dû changer un petit peu leur pratique, mais l'histoire dont nous parlons se passe en 2005. Donc nous sommes encore dans cette culture de juridiction offshore. 1998, la compagnie Helios Aviation a été créée par un financier, par un homme d'affaires, et elle a commencé à opérer sur le marché low cost. Grand soleil sur la dérive verticale des avions, et en fait, on allait vers des destinations au soleil. C'était du transport, de tourisme, de masse pour des agences ou des voyagistes, et il fallait casser les prix. Alors pour casser les prix, la compagnie va utiliser des avions hétéroclites qui allaient de l'Airbus A319 jusqu'au Boeing 737-800, en passant par toutes les déclinaisons du 737 comme le 300 dont il s'agira aujourd'hui. Dans la compagnie, d'après les témoignages, régnait un climat de peur. Le management se faisait par la terreur. Les gens ne restaient pas, qu'ils soient pilotes, mécaniciens ou cadres. Il y avait un tournus incroyable. Ce tournus faisait que les gens n'étaient pas motivés. Ils étaient démoralisés, ils s'en fichaient, ceux qui étaient là. Ils étaient là parce qu'ils n'avaient pas trouvé un emploi ailleurs. Et puis dès qu'ils pouvaient signer un contrat avec une autre compagnie, ils partaient. On montait un petit peu sur tout. Par exemple, les vols sur le papier étaient plus courts que dans la réalité, juste pour pouvoir faire voler les pilotes plus longtemps. Des documents étaient manquants. C'était une compagnie qui a failli, il faut être juste, qui a failli se faire interdire du ciel européen, qui a failli se faire fermer malgré la juridiction très coulante de Chypre. C'est une compagnie qui a failli être cloué au sol à de nombreuses reprises et qui a été sauvé littéralement sur le gang de minuit, in extremis. Ce 737 dont on va parler aujourd'hui est un 737-300. On n'est pas très loin de la conception originale du Boeing 737 en 1967. Le 200 a volé pendant très longtemps, après il commençait un petit peu à être mal vu, un avion bruyant qui consomme beaucoup, il a fallu le moderniser un peu, donc on a pris la même cellule, on a changé un petit peu les moteurs, on a donné un nouveau coup de peinture, on a amélioré un peu le cockpit, et puis on a créé le 737-300, qui en 2005 déjà passé pour un avion qui était passé de mode, pour le dire franchement. Alors, en décembre 2004, ce 737 connut une dépressurisation explosive, c'est-à-dire que au cours d'un vol, soudainement, ils ont entendu un grand bruit, et puis les masques sont tombés. Les pilotes ont fait un atterrissage d'urgence, plus de peur que de mal. 3 personnes hospitalisées brièvement, juste pour un coup de Traxir, plus qu'autre chose, et l'avion a repris du service. Mais cet avion, il avait énormément de bobos, en particulier avec la pressurisation. Très régulièrement, des alarmes remontaient, et en particulier à une porte, au niveau d'une porte à l'arrière, un joint
hein, qui avait déjà sauté en décembre. C'est le joint qui était arraché, laissant un espace de plusieurs centimètres sous la porte. C'est de là que l'air s'était échappé. Mais ce joint faisait régulièrement parler de lui. Il fera parler de lui la nuit avant le drame. Nous sommes le 14 août 2005. L'avion rentre dans la nuit depuis Londres. Et déjà là, les pilotes vont connaître un début de dépressurisation. Ils vont atterrir à Larnaca et ils vont immédiatement informer les techniciens. Alors, les techniciens, dans la nuit et dans la matinée, vont essayer de faire des tests de pressurisation. Donc ils vont prendre l'appareil, fermer les portes, lancer l'APU, et puis pressuriser l'appareil pour essayer de comprendre d'où l'air fuit. Alors, il y a toujours des petites fuites dans les avions. L'avion n'est pas un vaisseau parfaitement étanche. Il y a toujours des petites fuites, mais normalement, elles ne compromettent pas la capacité du système à pressuriser. C'est-à-dire que l'air vient généralement de l'APU ou des moteurs. Quand l'avion est en vol, il viendra des moteurs parce que l'APU est arrêtée. Et puis il est poussé à l'intérieur donc de l'appareil, il arrive dans le cockpit, il est distribué dans la cabine des passagers, et il y a des valves, des outflow valves, c'est des valves qui sont ouvertes, lui permettant de sortir. Et ça permet de recycler l'air toutes les quelques minutes à l'intérieur d'un avion. Le technicien ferme donc les portes, pressurise l'appareil, et il ne voit rien de spécial. Il ne comprend pas ce qui se passe, il n'y a rien, la pressurisation se fait, donc il va prendre des notes dans le carnet de maintenance, dans le livre de maintenance de l'appareil, mais pour lui, bon, c'est bon, on peut repartir. Il va dépressuriser l'appareil, on est au sol, donc pour le dépressuriser, il y a un bouton dans le pupitre au-dessus de sa tête, et il va le mettre sur manuel. Quand il le mettra sur manuel, ceci causera l'ouverture des valves permettant l'évacuation de l'air, et la pression dans le Boeing baisse jusqu'à rejoindre la pression atmosphérique, et à partir de là, il ouvre les portes et il part. Ce qu'il va oublier, il va oublier un détail. Il va oublier le bouton, qui est sur automatique normalement, qui passe toute sa vie sur automatique. Les pilotes le touchent rarement. Il va oublier de le faire passer de manuel à automatique. C'est pas la fin du monde en réalité, parce que les pilotes, de toute façon, ils ont la vérification de cet interrupteur-là, ou de ce bouton rotatif. Ils ont cette vérification dans leur checklist. Donc normalement, si on arrive dans un cockpit, je dis ça en théorie, si on arrive dans un cockpit et puis on lâche un enfant qui va jouer avec tous les boutons, les déplacer, tourner, et puis il le fait et puis il sort du cockpit, normalement, ceci ne compromet aucunement la sécurité de l'avion. Parce que les pilotes, quand ils arrivent, ils prennent possession de l'avion, ils ont plusieurs checklists qui sont faites à de nombreuses étapes avant le vol et pendant le vol et tout ça, qui vont veiller à ce que tous les systèmes sont réglés de manière nominale. Donc un bouton oublié sur position manuelle, normalement, n'est pas un problème. Dans la matinée, l'avion va être programmé pour un vol qui va l'emmener de Larnaca à Prague, avec une escale à Athènes. Il y a 125 personnes à bord, y compris donc 2 pilotes, un commandant de bord, 58 ans, très expérimenté, un copilote, et puis 3 personnels de cabine. Donc ça nous fait 121 passagers et 4 membres d'équipage. Ils font leur checklist, les pilotes, mais semble-t-il, ils ne réalisent pas que ce bouton de pressurisation est resté sur manuel. Ça veut dire que les valves qui permettent la sortie de l'air sont complètement ouvertes. Ça veut dire que l'avion ne pourra pas pressuriser. Ça veut dire que, oui, les moteurs pousseront l'air à l'intérieur et tout ça, mais c'est comme gonfler un ballon déchiré ou un ballon troué. On peut gonfler autant qu'on veut, l'air qu'on pousse va ressortir et on n'obtiendra pas une augmentation de la pression à l'intérieur de la cabine.
Les pilotes ne le remarquent pas. Alors, une des théories pourquoi ils ne le remarquent pas, c'est qu'ils font leur checklist, mais malheureusement, beaucoup de pilotes, c'est des humains après tout, beaucoup de pilotes vont être victimes d'un certain nombre d'automatismes. Ça veut dire que si pendant toute une carrière, il y a le collègue qui dit, alors, pressurisation, ok, automatique, si pendant 10 ans, il entend pressurisation auto, et que pendant 10 ans, le bouton est chaque fois sur automatique, il n'a pas besoin de le tourner, eh ben finalement, c'est lui qui va se mettre en mode automatique. Ça veut dire que ça a été vu dans de très nombreux rapports d'accidents, où on a des vérifications croisées qui sont faites par des pilotes, et quand on compare avec les valeurs qu'il y a dans les boîtes noires, eh ben, c'est pas possible. Ce que disait le pilote est faux. Ça veut dire que il va dire oui, auto. C'est sur manuel, mais il va à peine regarder ou pas regarder du tout, ou regarder et voir l'image qu'il voit durant toute sa carrière. Donc voilà. L'avion s'aligne, les pilotes mettent les gaz, le décollage se fait normalement, il commence à prendre de l'altitude, et là, la pressurisation ne se fait pas. Ça veut dire que elle se fait, mais très légèrement. L'avion, la cabine est légèrement en retard sur l'altitude. C'est-à-dire que, par exemple, au moment où l'avion passe 12 500 pieds, l'altitude cabine est de 10 000 pieds. Vous voyez, il n'y a pas de pressurisation qui tienne ce jour-là. Alors, à l'instant où l'avion passe les 12 500 pieds, une alarme va retentir. Alors, le problème ici, c'est que les pilotes vont tomber dans une sorte de confusion. C'est-à-dire que l'alarme qui va retentir, ils vont la prendre pour une alarme de configuration de décollage. Configuration de décollage, mais on n'est pas du tout au décollage, on est en altitude là. Oui, mais il y a une sorte de petite sirène qui sert à la configuration décollage. C'est-à-dire si le 737-300 est même à l'arrêt, même les moteurs éteints, et quelqu'un prend les manettes des gaz et les pousse, alors que par exemple les volets sont rentrés, ou que par exemple le trim est en position en dehors de la bande verte, par exemple, ce système va détecter une erreur de configuration au décollage et il va lancer cette sirène. Elle est assez puissante pour hérisser les cheveux sur la tête. Cette sirène, les pilotes la connaissent. Parce qu'il suffit que, juste par erreur, pousser un peu une manette et les volets sont pas sortis et ça se déclenche. Les pilotes ont l'habitude d'entendre. Ils sont très familiarisés avec cette sirène-là. Cette même sirène est utilisée pour la perte de pression dans la cabine. Et cette perte de pression dans la cabine, les pilotes ne l'entendent pas de leur carrière. D'accord? Donc, c'est arrivé à de nombreuses reprises, et pas seulement dans cet Helios. C'est arrivé chez Ryanair, c'est arrivé dans une compagnie américaine et tout ça, que les pilotes sont en vol. Et soudainement, ils entendent cette sirène et ils se disent, mais pourquoi, mon Dieu, une alarme décollage retentit alors que nous sommes en vol? D'accord? Parce qu'ils associent naturellement cette intrusion sonore comme étant une alarme de décollage. Mais alors qu'en réalité, c'est juste la même sirène qui est utilisée. Donc, ils comprennent pas ce qui se passe. Et puis, il va se greffer tout de suite par-dessus une erreur sur le système de refroidissement des instruments. C'est-à-dire que il y a un panneau qui indique l'état des systèmes de refroidissement des instruments. Derrière le cockpit et là où il y a tous les appareils, les systèmes inertiels et tout ça, il y a des tubes qui envoient de l'air pour pouvoir s'assurer que les appareils électroniques sont refroidis. Avec la dépressurisation, que va-t-il se passer? Le système qui fait circuler l'air va réaliser qu'il y a un problème. Il va réaliser qu'il n'y a pas assez d'air. Le flux d'air tombe, parce que la pression atmosphérique est en train de tomber en réalité. Donc, il va déclencher une alarme de refroidissement des instruments. Les pilotes sont complètement confus. Quand ils regardent, ils vont rater l'alarme dépressurisation et ils vont commencer à se focaliser sur pourquoi une alarme décollage a retenti et ils vont aussi se focaliser sur pourquoi les instruments ne sont pas refroidis convenablement. Prennent la radio
et ils contactent leur service de maintenance. Et ils s'engagent une conversation autour des sujets que je viens d'évoquer. Pendant ce temps-là, l'avion continue de monter, il est sous pilote automatique. Le commandant de bord l'avait brièvement débranché, puis rebranché, il avait touché aux manettes des gaz, parce que comme on associe les alarmes de configuration de décollage aux manettes des gaz, il a pris les manettes des gaz, il les a ralenties, il les a repoussées. Il cherchait à se débarrasser de cette alarme en réalité. Il pensait, au fond de lui, que c'était une alarme décollage qui s'était déclenchée de manière intempestive. Mais soudain, l'histoire de refroidissement des instruments l'a un petit peu perturbé. Commence à discuter avec la maintenance, et pendant ce temps-là, que se passe-t-il en cabine? Les masques à oxygène vont tomber. Ceux-ci sont automatiques, et ils vont tomber. Alors, je vous montre à quoi ressemble un masque à oxygène. Si vous regardez ce panneau, alors celui-là vient il est un peu plus grand que ce qu'on trouve dans un 737. Celui-là vient d'un Boeing 747. Il vient d'un Boeing 747 britannique. Et donc, l'idée est la suivante. C'est que il est placé au-dessus de la tête, n'est-ce pas, du passager. Et à l'intérieur, il y a quoi? Donc ça, c'est un câble qui permet de déclencher ça à distance s'il le faut. Ça accepte du courant électrique du 115 volts 400 Hz. Mais toujours est-il que ça, c'est au-dessus de la tête des passagers. Donc, voilà, je le place ici comme ça, n'est-ce pas? Et donc, quand il y a une dépressurisation, que va-t-il se passer? Quand on a une dépressurisation, il se passe ceci. Donc, là, on va avoir un masque qui tombe, hein, vous le voyez, on a un masque à oxygène qui tombe, et il a un tube en plastique, et il a un fil. Et je vais vous expliquer c'est quoi le rôle de chacun de ces éléments-là. Alors, regardez. Le masque est connecté à une cartouche. J'espère qu'elle est désactivée. J'ai pas envie de la lancer de manière intempestive dans une voiture parce que ça chauffe beaucoup cette chose. Alors, le fil, si vous regardez le fil va vers un système de percutage. C'est-à-dire que la cartouche contient un mélange chimique du perchlorate de je ne sais plus quoi et 2-3 produits chimiques qui vont, une fois qu'ils réagissent, dégager de la chaleur et de l'oxygène. Alors, l'oxygène sera envoyé dans le tube qui ira dans le sac qui est donc attaché au masque. Le masque, c'est un masque pour respirer, il est en caoutchouc comme ça, et il a un élastique pour passer derrière la tête. Le fil, c'est pour ça que les hôtesses disent toujours tirer sur le masque, parce qu'en fait, en tirant, parce que ça c'est inerte, c'est inactivé. Quand le masque tombe, il arrive parfois que par le poids de la chute du masque, le fil est tiré et la cartouche se déclenche, commence à travailler. Mais il ne faut pas trop compter dessus. Donc, on demande au passager de tirer, et quand le passager va tirer, que va-t-il se passer? Il va provoquer le percutage du système qui va déclencher la réaction chimique. Si le passager, par exemple, je vous montre une erreur type, si par exemple le masque tombe, et ça ce n'est pas percuté, et que le passager, au lieu de tirer le masque vers lui, va faire ça, va remonter la tête et aller lui-même vers le masque parce qu'il n'ose pas tirer, il n'aura aucun oxygène, il n'aura rien du tout, parce que la cartouche ne sera pas active. D'accord? Une fois que la cartouche s'active, elle commence à pousser l'oxygène pur dans le sac en plastique, qui se gonfle pas nécessairement beaucoup, je vais vous dire pourquoi. Imaginons que vous êtes au sol. Là, on est au sol. On a une atmosphère à peu près 20% d'oxygène. Ça veut dire que la pression partielle d'oxygène est à peu près de 0,2 atmosphère. 0,2 atmosphère. Ou 0,2 bar, si vous voulez, approximativement. Donc, nous vivons et nous respirons très bien à longueur de l'année. Non pas avec 1 bar d'oxygène. Ça, c'est la pression totale qu'il y a autour de nous. Mais en fait, avec 0,2 bar d'oxygène. Avec 1/5 de bar d'oxygène. Imaginons qu'un avion vole à peu près, je sais pas moi, à 10 km d'altitude. 10 km d'altitude, si mes souvenirs sont bons, c'est ancien cette histoire. On doit avoir à peu près un tiers de barre de pression. D'accord? 300 millibars, mettons. Si on respire de l'oxygène pur à 300 millibars, c'est 1,5 fois de plus que ce qu'on a au sol. Vous voyez? Donc on a plus d'oxygène par ce masque-là que ce qu'on aurait eu en temps normal en réalité. Le masque, comme ils disent, ne se gonfle pas nécessairement. Ce sac se gonfle pas nécessairement
quand on est en altitude, la raison c'est que il y a pas beaucoup de volume qui arrive, et comme la pression est faible, il va pas nécessairement se gonfler beaucoup. Il se gonfle mieux ou plus volontiers à plus basse altitude. Bon, donc ça c'est le système qui va se déclencher dans le 737 et les passagers vont voir dans tout le Boeing plein de masques qui vont tous tomber, n'est-ce pas, en même temps. Okay. Donc, si je reviens à mon histoire, les masques tombent chez les passagers, les deux hôtesses de l'air et le steward attendent des instructions des pilotes, attendent qu'on leur dise quoi faire, mais en réalité, les pilotes ne réagissent pas. Dans le cockpit, il n'y a pas ce genre d'équipement. Dans le cockpit, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de masque qui tombe. Il y a un masque à oxygène, généralement connecté à des bouteilles, à des grosses bouteilles. Et il faut que manuellement, les pilotes le prennent et le mettent sur leur visage. Ces pilotes ne vont rien faire, parce qu'ils ne vont pas réaliser ce problème. Il faut dire qu'à ce stade, intellectuellement, parce que il y a quelque chose de très vicieux avec l'hypoxie. Hein, parce que quand on est en hypoxie, et que ça s'insinue progressivement, on commence doucement à perdre ses facultés mentales, on commence doucement à perdre conscience, sans nécessairement le réaliser. Donc les pilotes ne réalisent pas. Les passagers sont sous oxygène, et les pilotes ne le sont pas. Ils sont en train de dialoguer avec le sol. Le commandant de bord demande où se trouvent les fusibles pour le système de refroidissement des instruments. Ce qu'il pense faire, c'est tirer les fusibles et les remettre. Derrière le copilote et derrière le commandant de bord, il y a des panneaux pleins de fusibles. Que fait le commandant de bord? Il enlève sa ceinture de sécurité, et il se lève et il va chercher les fusibles. La dernière question qu'il a posée à la radio, c'était où se trouve le fusible? On lui répondra, il ne répondra jamais. Où se trouve le fusible? Et la dernière communication avec l'équipage. L'instant d'après, le commandant de bord s'affale sur le sol, il tombe, et l'instant d'après, au même moment, le copilote s'affale sur son siège, retenu par les ceintures de sécurité. L'avion continue à monter, parce que la montée était programmée sur le pilote automatique. Donc le pilote automatique continue à piloter une montée. Donc ce qu'on a une situation absolument abracadabrante, c'est qu'on a des passagers qui sont conscients, qui sont en train de respirer dans leur masque, et on a un avion qui, au lieu d'entamer une descente d'urgence vers des altitudes plus clémentes, il continue de monter. Donc en train d'aggraver la situation. Ces cartouches qu'il y a dans ce mécanisme, ces cartouches sont capables de fournir 10-12 minutes d'oxygène. Parce qu'elles ne sont pas faites pour passer tout le vol sous oxygène, elles sont faites juste pour permettre une descente d'urgence. Une descente d'urgence qui ne se fera pas. Donc, pendant 10-12 minutes, les passagers sont là à respirer depuis leur masque, et l'avion continue de monter. Tôt ou tard, ce qui va se passer, c'est que l'oxygène va commencer à se raréfier, la cartouche va expirer, et à partir de là, c'est fini. Les gens vont commencer doucement à collapser l'un après l'autre. Donc, l'appareil s'inscrit dans sa trajectoire normale, qui était programmée. Tous les points de route étaient programmés dans le système de navigation qui fournit directement l'information au pilote automatique qui va voler normalement. L'appareil ne répond pas à la radio. Le contrôleur aérien chypriote le contacte sans cesse, pas de réponse. Alors on pense naturellement à une panne radio. Pour le moment, on pense à rien de spécial. Bon, panne radio, on verra. L'appareil continue à voler vers Athènes et il arrive sur l'espace aérien grec. Les Grecs continuent à le contacter, ils prennent des dispositions pour éloigner les avions de son chemin, parce qu'ils savent que c'est pas un avion qui va répondre. Mais à ce stade, on est toujours dans une logique de panne radio. Soudain, l'avion arrive au-dessus d'Athènes, il est toujours à 34 000 pieds, son altitude de croisière. Il entame une sorte d'approche, mais il va jamais descendre, parce que les pilotes automatiques, que ce soit sur Airbus ou sur Boeing, ne prennent jamais l'initiative de descendre. Même si le plan de descente est programmé, en réalité, dedans,
c'est au pilote d'initier la descente. Un avion de ligne ne va jamais tout seul prendre l'initiative de commencer à descendre. D'accord ? Les rares fois où il va commencer à descendre, c'est par exemple s'il est en mode approche et puis qu'il a chopé par exemple le localizer et puis on attend de choper le glide. Quand il chope le glide, il va automatiquement le suivre. Il y a quelques conditions où il va descendre tout seul. Il y a aussi la question des contraintes. Des fois, il est en train de descendre, il chope une contrainte d'altitude, c'est interdit de descendre plus bas. Il va s'arrêter à la contrainte. Quand la contrainte se termine, sur Airbus, là je me rappelle plus, est-ce que quand la contrainte se termine, il continue tout seul ou pas ? Je donnerais ma langue au chat, je dirais oui, mais je dirais que oui. Je pense non, il continuera après à vérifier. Je dois vérifier ce détail en simulateur. Toujours est-il, là, les Grecs réalisent quelque chose de très méchant est en train de se passer. Ils réalisent que ce n'est pas une panne radio, parce que s'il y avait une panne radio, il y a des procédures liées à des pannes radio, l'avion serait quand même descendu, il aurait affiché certaines valeurs au transpondeur, il y aurait eu quand même un certain nombre de choses. Là, on a l'impression que c'est un avion fantôme. Les contrôleurs aériens vont envoyer l'aviation. Donc l'armée de l'air grecque va dépêcher 2 F-16. Les 2 F-16 arrivent au bord donc interceptent le 737 et se mettent à son côté. Et là, ils réalisent, il y en a un qui s'approche beaucoup. C'est des avions, des pilotes qui sont capables presque à se toucher les uns les autres quand ils veulent s'approcher énormément. Et là, visuellement, il va voir un truc extraordinaire, le pilote. Il va voir que le siège du commandant de bord est inoccupé. Il va voir que le copilote est affalé sur ses ceintures, qu'il a la tête vers le bas et qu'il est retenu par ses ceintures, par son harnais. À travers les hublots, il va voir les masques à oxygène et il va voir que les passagers l'avion était presque plein, il va voir que les passagers sont tous affalés, soit sur la fenêtre, soit affalés sur le siège de devant. Et par le contre-jour qui vient des fenêtres opposées, il voit cette scène absolument apocalyptique à l'intérieur de cet appareil. Ils vont continuer à le suivre. Il était une fois que le pilote automatique a fini son plan, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tenté de faire une sorte d'approche à 34 000 pieds, ça signifie c'est inscrit sur l'axe de la piste, sans descendre bien sûr. Après il est arrivé au point de remise des gaz, il est parti, il a fait une remise des gaz, et après il est arrivé à la fin donc de son plan, et il a commencé à faire un circuit d'attente. Il a commencé juste à tourner. Ça dépend le pilote automatique, certains se mettent à tourner sur le dernier point, d'autres... Je crois que sur Airbus, c'est ce qu'un Airbus aurait fait, il serait mis en mode cap. Ça signifie le mode navigation aurait sauté et puis il serait mis en mode cap. Ça signifie il aurait pris le dernier cap qu'il a et il aurait continué dessus. Donc, mais c'est des pilotes automatiques qui, au bout d'un moment, leur plan est terminé, ils savent pas trop quoi faire. L'armée, donc les militaires commencent à suivre l'avion qui continue à tourner 2 fois, 3 fois, 10 fois. Au bout d'un moment, il y a des inquiétudes sur le carburant qui reste. Parce qu'au bout d'un moment, le vol de Chypre n'était pas très long, donc il n'y a pas beaucoup de carburant dans l'appareil. Et là, il se passe quelque chose. Soudainement, il voit âme qui vive. Il voit un mouvement à l'intérieur de l'avion. Quelqu'un arrive. C'est un steward. Il arrive dans le cockpit. Il rentre, il s'assoit à la place du commandant de bord. Les militaires tentent d'attirer son attention. Au début, il ne répond pas. Il a l'air un peu sonné. Et après, il va interagir avec eux. Il va leur faire un signe. Ils vont échanger par signe. Il va tenter de parler à la radio, mais il est sur la fréquence de Larnaca. Il est sur le contrôleur aérien de Nicosie, en fait. Donc, ils savent pas à qui il parle. Il parle à la radio. Il envoie des mayday. En fait, ce gars avait survécu comment ? Parce que les personnels navigants commercial, le PNC, ont des bouteilles d'oxygène. Il y a des bouteilles d'oxygène dans l'avion. Il y en avait 4 dans cet appareil-là. Il y en avait 2 rangées à l'avant, 2 rangées à l'arrière. Ce qu'on trouvera plus tard, c'est que 3 avaient été consommés. Ça veut dire que, au moment de la dépressurisation, ce gars qui était par ailleurs, faisait de la plongée sous-marine, c'était un sportif, ce qui a expliqué pourquoi, quelque part, il a eu ses bons réflexes. Il avait l'habitude de respirer à travers des bouteilles, tout ça. Donc, il a eu un bon réflexe. Il a ramassé une bouteille, il a commencé à respirer.
Un peu plus tard, quand celle-ci s'est terminée, les bouteilles tiennent plus longtemps que les cartouches dont je vous ai parlé. Il a pris une autre, et puis une autre. Il a consommé 3 bouteilles en tout, sur les 4. Mais ce qui n'a jamais pu être expliqué, ce qui ne sera jamais expliqué, c'est pourquoi il a attendu si longtemps pour aller vers le cockpit. Pourquoi il a attendu si longtemps? Il avait quelques heures de vol sur Cessna. En aucun cas, il aurait pu poser le 737. Le 737 est particulièrement difficile à piloter. Il n'aurait jamais pu réellement le poser. Par contre, ce qu'il aurait pu faire, c'est le ramener plus ou moins bien vers des altitudes inférieures, là où la pression atmosphérique aurait été plus élevée, et que peut-être ceci aurait permis au copilote ou au commandant de bord de regagner de la conscience, ou il aurait pu leur mettre un masque à oxygène sur le nez, ou quelque chose comme ça. Mais il a mis beaucoup de temps. Il était lui-même probablement dans le cirage, était lui-même plus ou moins assommé. Toujours est-il, alors que les militaires sont en train de regarder, il arrive dans le cockpit, il s'installe sur le siège du commandant de bord, et ils n'ont même pas le temps de compter jusqu'à 60. Dans la minute, littéralement. Dans la minute, le moteur numéro 1 s'arrête. Il n'y a plus de carburant. Le moteur numéro 1 s'arrête. L'avion ne peut pas tenir 34 000 pieds avec un moteur à l'arrêt. Il va faire quoi? Il va commencer à descendre. Il va commencer à descendre et probablement descendre une descente de très mauvaise alloi. Je ne vous cache pas, parce que c'est pas que le copilote c'est pas que le pilote automatique est intelligent. Il va se dire, j'ai plus assez de puissance, donc je vais commencer à descendre. Non, c'est tout simplement, il n'y a pas assez de puissance. Le plafond est en dessous cette fois-ci, puisqu'il y a un moteur en moins. Donc l'avion se retrouve techniquement au-dessus de son plafond de propulsion. Et il va faire quoi? Il va commencer à descendre avec le pilote automatique qui va commencer à tirer sur le manche et trimer vers le haut pour pouvoir essayer d'empêcher cette descente-là. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est une descente de très mauvaise allure. Un peu plus tard, le moteur droit s'arrête. Et là, l'appareil fait un peu n'importe quoi. Ce gars cherche à piloter comme il peut. Et puis l'avion arrive vers une sorte de colline qui est au nord-est d'Athènes. Et puis, peu de temps avant l'impact, quelques secondes avant l'impact, il tire sur le manche. Ça a été enregistré dans la boîte noire. Il tire sur le manche pour essayer d'amortir le choc. Mais il va rien amortir du tout. L'avion va taper de plein fouet contre le sol. Et puis, les débris vont disperser sur 650 mètres. Et bien sûr, tout le monde va connaître la mort. Il y a un feu qui va se déclencher sur l'avion, mais aussi autour. L'avion n'a pas beaucoup de carburant, il n'a rien. Mais malgré tout, l'impact va causer le feu, pas de l'avion vraiment, mais de la végétation environnante. On est au mois d'août, il fait chaud, qui va prendre feu. Alors il a fallu faire intervenir des hélicoptères, des Canadair et tout ça pour pouvoir arrêter le feu. Il y a des images où on voit ces appareils en pleine intervention. Tout le monde est mort. Les autopsies ont montré que tout le monde, les 125 occupants, étaient en vie jusqu'à l'impact. Alors en vie, ils étaient inconscients, profondément inconscients pour beaucoup probablement déjà dans le coma, et probablement pour la majorité c'était déjà irréversible. Ça veut dire que c'est des gens qui étaient depuis 3 heures en vol, dans une situation d'hypoxie profonde. C'est pas dit qu'il aurait suffi de leur mettre de l'oxygène pour qu'ils puissent redémarrer, partir comme avant. Probablement pour beaucoup, il y avait des dégâts irréversibles sur le système nerveux et tout ça. Toujours est-il, voilà, ils sont tous morts. Il y a eu une enquête, ils ont utilisé beaucoup de moyens lors de leur enquête. On voit même à un moment donné, il y a une image d'un avion, d'un 737 d'Olympique, la compagnie nationale grecque de l'époque, qui va suivre le même chemin avec des pilotes et des enquêteurs. Il va arriver jusqu'à survoler le lieu du crash. Il est au-dessus, il y a quelques mètres au-dessus de la croix du crash, en tentant de mimer un petit peu la trajectoire de ce Boeing, en essayant de comprendre. Mais voilà, le technicien qui a oublié le bouton sur manuel a toujours nié sa vie a été détruite. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert de ça. Quoique c'est pas vraiment de sa faute, parce que peu importe la position des boutons, les pilotes sont censés vérifier par derrière. Mais il est en bout de chaîne quelque part. Il a été la dernière personne à avoir touché ce tableau
et puis occasionné donc la tragédie ci-jointe. Merci mes amis d'avoir suivi jusque-là, et puis on se voit dans une autre vidéo. Et désolé d'avoir pris du temps avant de revenir vers vous. Il a fallu du temps pour que je me ressource, pour que je me documente, et puis préparer de nouvelles vidéos. À très bientôt mes amis.